les modes de transmission du sida. Il y a un proverbe qui dit « Si on connaît vraiment notre ennemi, on peut le combattre ». Donc, si on connaît le virus du sida et les modes de transmission, on peut éviter cette transmission. Le virus existe dans les liquides biologiques de l'organisme des personnes atteintes. Il peut se transmettre à une femme, à un homme ou même à un bébé par le sang, le sperme ou le liquide séminal d'un homme infecté ou bien par les sécrétions vaginales et le lait d'une femme infectée. Il faut dire qu'il n'existe pas de risque de contamination lorsqu'il y a un contact avec les autres sécrétions de l'organisme, telles que la salive, les larmes, la sueur et l'urine. Car le virus existe dans ces sécrétions en quantité faible et donc ne sont pas transmissibles à d'autres patients. Donc il n'y a pas un risque lorsqu'on s'embrasse, comme dans, par exemple, d'autres maladies virales ou bactériennes, telles que le virus de la grippe, ou bien le virus de la manie, ou bien le méningocoque. Donc il n'y a pas un risque lorsqu'on touche la main, telles que les maladies maniportées, telles que, par exemple, la fièvre typhoïde, le choléra. Il n'y a pas aussi un risque lorsqu'on partage la vie quotidienne, donc surtout les assiettes, les cuillères, les fourchettes, les verres. Et aussi, il n'y a pas un risque lorsqu'on partage les mêmes lits ou bien la même chambre. Il n'y a pas un risque aussi si on partage les lieux publics tels que, par exemple, les salles de bain, les toilettes publiques, les piscines, les hammams, et aussi il n'y a pas un risque de transmission par les insectes, par exemple en cours des maladies d'inoculation telles que la leishmaniose viscérale et cutanée et le paludisme. Donc pour qu'il y ait une transmission, il faut deux conditions. Soit le virus dans le liquide biologique a des concentrations élevées, importantes, et aussi une porte d'entrée. La porte d'entrée, elle doit être une muqueuse, telle que le vagin, le rectum, la bouche, lors d'un rapport sexuel, par exemple, non protégé. Ou bien, elle peut être une plaie en cas de blessure avec un objet souillé par du sang contaminé, par exemple les AES, c'est-à-dire les accidents d'exposition au sang. Aussi, il peut être un passage direct dans le sang aussi, donc lors d'une piqûre avec une seringue contaminée, et aussi lors de la grossesse par voie transplacentaire. Donc, les principaux modes de transmission n'ont pas changé depuis l'avènement de l'épidémie du sida. Il existe trois modes principaux, donc la voie sexuelle, sanguine, verticale, de la mère à son enfant. La transmission sexuelle, c'est le mode de transmission prédominant à l'échelon mondial et aussi national. Les rapports hétérosexuels sont plus incriminés, ainsi que homosexuels sont plus incriminés, ainsi que les hétérosexuels, mais ces rapports doivent être non protégés pour qu'il y ait transmission. La transmission sexuelle se fait par l'intermédiaire, bien sûr, des muqueuses génitales, rectales ou buccales, lorsqu'elles sont en contact avec des sécrétions biologiques, donc sexuelles, ou de sang contenant le virus. Il existe des facteurs qui aggravent ou potentialisent cette contamination, à savoir le stade de l'infection du partenaire, c'est-à-dire les trois situations de l'infection, la primo-infection, stade sida et l'infection non contrôlée par le traitement. Car dans ces situations, la charge virale est très élevée et le risque est potentialisé. Aussi d'autres situations, lorsqu'il existe ou coexiste une infection ou une IST, infection sexuellement transmissible, associée à l'un des partenaires. Un autre facteur aussi, c'est le rapport sexuel non protégé avec l'existence de saignements tels que la menstruation ou bien lors des rapports traumatiques, lors des viols et surtout le premier rapport. Ainsi, la fréquence des rapports sexuels et la multiplicité des partenaires, notamment les professionnels de sexe.
Donc, un mot à dire sur la fellation anilingus et cunnilingus. Pour ce mode, bien de ces pratiques sexuelles, le risque existe, mais il est faible. Mais il existe. Dans ce cas, il faut se prévenir par le port, par exemple, de préservatifs. Bon, ce risque est potentialisé ou bien plus important lorsqu'il s'agit d'une lésion des muqueuses associées. Bon, les modes de transmission, on va commencer par les transmissions par voie sanguine. Donc, c'est un mode qui est contrôlé dans notre pays par, ou bien, on peut dire contrôlé dans notre pays par la mise en place obligatoire du dépistage des anticorps anti-VIH de tout don de sang et d'organes dans notre pays. Cette pratique est exécutée depuis 1991. Cependant, il existe un risque résiduel donc, qui correspond à la fenêtre sérologique, mais il est très faible. Donc le risque de transmission par les dérivés de sang, il est nul, car il existe des pratiques qui neutralisent ou bien qui inactivent le virus il existe des méthodes d'inactivation du virus ou bien des techniques d'inactivation du virus pour les dérivés du sang. Autre transmission par voie sanguine, c'est la toxicomanie IV. Donc ce mode de transmission devient ou bien se développe de plus en plus dans notre pays. Donc la transmission, elle se fait lors des pratiques de partage des seringues ou bien des produits contaminés. Voilà. Il existe aussi un autre mode, c'est l'accident d'exposition au sang. Donc ce mode il est important surtout au milieu de soins, donc ça nous concerne. Donc c'est les accidents survenant au cours de piqûres, blessures avec du matériel médico-chirurgical contaminé et plus rarement à la suite des projections de liquides biologiques sur des muqueuses. Et ce risque est plus faible lorsqu'il y a projection sur des peaux lésées. Voilà, donc l'estimation de la séroconversion après AOS, l'accident d'exposition au sang par le VIH, elle est de 0,32% après piqûre et blessure transcutanée et elle est de 0,03% après projection des muqueuses et elle est aussi plus faible après projection sur une peau lésée. Donc, il faut dire aussi que l'accident d'exposition au sang expose aux autres agents pathogènes qui se transmettent par ce mode, notamment les hépatites virales et surtout l'hépatite virale B, alors que la prévalence de séroconversion, elle est de 30%. Donc, il y a certains instruments qui doivent être utilisés donc, en usage unique ou bien personnel ou être stérilisés après chaque utilisation, tels que les acupunctures, les aiguilles à acupuncture, donc le matériel pour le tatouage, le matériel de piercing, les instruments de manucure, les instruments chirurgicaux, soit la chirurgie viscérale, ou bien orthopédique ou bien dentaire, aussi les manœuvres endoscopiques, le fibroscope, le rectoscope et aussi l'endoscopie fibrodigestive. À usage personnel, le rasoir, les tondeuses, la brosse à dents et aussi les ciseaux. Le dernier mode de transmission, donc c'est la transmission verticale, c'est-à-dire de la mère vers son enfant. La transmission de VIH par ce mode se fait par trois étapes. La première, c'est au cours du 3e trimestre. Dans ce cas, le risque est estimé à 5%. Deuxième étape, c'est lors de l'accouchement, c'est-à-dire le contact du bébé ou bien du nouveau-né par les sécrétions génitales et le sang. Et dans ce cas, le risque est plus élevé et de 15%. Et aussi, dans la période d'allaitement, où le risque est estimé à 10%. Dans ce cas, le lait contient la concentration un peu élevée du virus et aussi la muqueuse digestive du nouveau-né est trop fragile. Donc
il faut savoir que le taux de transmission pour le VIH1 de ce mode est plus importante que le VIH2. Elle est estimée de 20 à 25% pour le VIH1, donc bien sûr en absence de traitement, et elle est de 1% pour le VIH2. En conclusion, donc il existe 3 modes de transmission de VIH. Donc on connaît maintenant les modes de transmission, donc ce qui nous permet de mieux prévenir. Voilà, et avoir une meilleure relation entre malades-médecins et entre malades-société, ce qui nous permet d'atteindre l'objectif, notre objectif, l'objectif 0, donc 0 nouvelle infection et 0 discrimination et stigmatisation. Merci.